Le gros avantage de l'immobilier, c'est qu'on peut y investir de plusieurs façons, comme tu peux le voir régulièrement sur ce podcast. On n'est pas obligé de passer chez le notaire et de bloquer un apport conséquent pour acheter un appart ou une maison. On peut aussi investir dans des parts de SCPI et profiter de tous les avantages de l'immobilier, comme par exemple un marché relativement stable ou un accès au financement bancaire, sans y mettre plus de quelques dizaines d'euros par mois. Acteur de référence sur les SCPI, justement, MoneyOne, marque du groupe La Française, t'invite à te lancer ce mois-ci en t'offrant un remboursement immédiat de 3% de ton investissement si tu souscris à une de ses offres avant le 31 décembre. L'investissement démarre à 20 € par mois pour un apport minimum de 203 € et te donne accès à un accompagnement personnalisé et adapté à tes objectifs pour te permettre d'investir dans des projets concrets au travers d'une interface simple et intuitive. Pour en profiter, je t'invite à te rendre sur le site moneyone.fr. Tu y trouveras toutes les caractéristiques des SCPI à prendre en compte pour investir et le détail des conditions de l'offre. Note quand même qu'investir dans des parts de SCPI comporte des risques, notamment de perte en capital, mais ça, tu dois déjà le savoir. Le banquier lambda, lui, il va regarder les chiffres, il fait ses horaires de 9h30 à 17h et il s'en fout du reste. Et puis tu as quelques banquiers, des vrais pépites, qui aiment l'immobilier, qui vont te répondre le week-end, le soir, qui vont gérer un dossier pendant qu'ils sont en vacances à Bali. Crowdfunding immobilier, c'est pas des opérations immobilières, c'est des opérations commerciales, c'est des opérations très risquées. J'aurais dit que ces 10 000 € pouvaient me permettre d'emprunter 100 000. Et 100 000 € avec un rendement de 4%, grosso modo, revenait à être plus intéressant que placer 10 000 € et avoir 20% de rendement par an. Bienvenue sur Les Investisseurs 4.0, le podcast qui explore les stratégies et les méthodes pour développer son patrimoine immobilier quand on a 40 ans, un job à plein temps et une vie de famille trépidante. Les solutions d'investissement adossées à l'immobilier se sont multipliées ces dernières années avec des offres les plus alléchantes les unes que les autres, un accès à partir de 10 €, des rendements qui atteignent 10% et l'idée d'une certaine garantie sur son capital car adossé à un actif qui ne se dévalue jamais, l'immobilier. Alors je suis comme toi, je suis un peu dubitatif face à l'abondance de ces offres et curieux de comprendre les mécanismes qui les font tourner. C'est pourquoi j'ai eu envie d'inviter Nadim Takchi sur le podcast cette semaine. Nadim est le dirigeant de LivreP, une solution d'épargne adossée à l'immobilier, disponible sur application mobile. Nadim a une expérience entrepreneuriale dans le secteur de la fintech et du financement participatif, qui je trouve est assez pertinente pour notre discussion sur les solutions PropTech qui se sont montées sur le marché. Il est aussi et d'abord investisseur immobilier à titre personnel avant de l'être pour le compte de LivreP. Au cours de la conversation, on verra le parcours d'entrepreneur de Nadim, du prêt participatif à la blockchain, ses débuts dans l'investissement immobilier et comment ses expériences à l'étranger l'ont convaincu de la pertinence de ce vecteur d'enrichissement. Pourquoi il s'oriente sur le off-market et comment il arrive à convaincre les agents immobiliers de l'appeler en priorité sur des potentielles affaires. Pourquoi il privilégie le locatif dans l'ancien et pense que les activités de promotion immobilière et de marchand de biens vont devenir de plus en plus difficiles et risquées pour les investisseurs à l'avenir. Quelles sont les différences entre une formule d'épargne mutualisée comme LivreP et d'autres produits de placement basés sur l'immobilier comme la SCPI ou le crowdfunding immobilier? Si tu aimes l'immobilier sécurisé ou que tu veux savoir comment fonctionnent les offres de placement adossées à l'immobilier réel, cet épisode devrait t'intéresser. Et si le produit LivreP t'intéresse, Nadim t'offre 10 € sur un placement de 100 € dès l'ouverture de ton compte si tu mentionnes le code de parrainage PACO10. Je toucherai aussi 10 € sur l'opération que je mettrai dans la cagnotte du podcast au bénéfice de la communauté. Tu peux d'ailleurs connaître le montant de la cagnotte en temps réel sur investisseur40.com/cagnotte. Et avant de démarrer, un mot de remerciement pour les personnes qui ont soutenu quand même le podcast cette semaine au travers de commentaires 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify. Des commentaires qui contribuent au bon référencement du podcast et m'aident vraiment à approcher des invités toujours plus inspirants pour les inviter à s'exprimer ici sur le podcast. Merci à Miaou06 qui nous écrit « Podcast très intéressant avec des intervenants de qualité, on y apprend beaucoup de choses ». Merci Miaou, je pensais pas que je dirais ça comme ça, et pourvu que ça dure. Allez, sur ce, on attaque notre conversation avec Nadim, c'est parti. Salut Nadim, bienvenue chez les investisseurs 4.0. Bonjour Paco, merci de m'accueillir ce matin. Merci à toi, et j'avais prévu de parler avec toi un petit peu immobilier quand même, et puis tout ce qui est un peu autour de l'immobilier, c'est-à-dire PropTech, crowdfunding, les offres, LivreP, etc. Tu vois, donc c'était un peu l'agenda du jour du coup. Est-ce que tu pourrais te présenter pour les gens qui connaissent pas peut-être?
Oui, avec plaisir. Alors, donc je suis Nadim, entrepreneur avec une dizaine d'années d'expérience. J'ai monté plusieurs boîtes dans le passé, dont j'étais cofondateur de Crédit.fr, qui est devenu numéro 2 du prêt participatif aux PME en France, qu'on a revendu à Tikeo Capital quelques années plus tard. J'ai travaillé dans la blockchain pendant quelques années, non pas dans les cryptos, mais dans la blockchain, dans la technologie de la blockchain, avec des gouvernements un peu partout dans le monde. En 2020, j'ai notamment cofondé une plateforme et un fonds de trade finance pour aider les industriels libanais, donc étant originaire du Liban, donc aider les industriels libanais à se financer pendant la crise. Et étant passionné d'immobilier et multi-investisseur ces dernières années, j'ai créé le Livret P, qui est la première application qui démocratise l'épargne immobilière et la rend accessible à partir de 100 € pour tout le monde, contre un rendement allant de 4 à 6% sans frais, avec la possibilité de récupérer les fonds à tout moment. Ok, très bon pitch d'ailleurs. Parfait. Elevator pitch, non mais c'est cool et on va en parler justement de Livret P. Et c'est cool que tu qu'on puisse aller un peu dans les rouages si tu veux bien aussi, et c'est ça qui intéresse aussi les gens, je pense, par rapport à cette offre. Mais peut-être en amont et pour comprendre un peu toi ton interaction en fait avec l'immobilier, où est-ce que c'est né, comment tu as commencé toi à investir peut-être dans ce secteur-là, et pourquoi tu l'as fait et comment tu l'as fait, si tu peux nous décrire un petit peu tout ça. Avec plaisir. Ce qu'il faut savoir, c'est que je n'ai pas de lien initialement avec l'immobilier. Mes parents, grands-parents, etc. On n'a jamais baigné là-dedans. Je n'avais aucune affinité initiale là-dessus. Quand j'ai commencé à travailler en France, mon premier boulot, c'était dans un petit fonds d'investissement. J'ai réalisé en fait qu'on pouvait placer de l'argent qu'on n'avait pas à des rendements qui n'étaient pas dégueulasses, 3,5, 4,5 à l'époque. Donc j'étais capable, en fait, j'ai réalisé que j'étais capable de pouvoir, en ayant 10 000 € de cash, au lieu de l'investir sur des actions où j'allais espérer un rendement de 10 ou 15 ou 20% sur les 10 000 € avec un risque qui est le risque de la bourse, avec la volatilité qu'on connaît, j'ai réalisé que ces 10 000 € pouvaient me permettre d'emprunter 100 000 ou voire plus. Et 100 000 € avec un rendement de 4%, grosso modo, revenait à être plus intéressant que placer 10 000 € et avoir 20% de rendement par an. Et 4% sur les 100 000, on était grosso modo avec un risque, le risque qu'on connaît avec l'immobilier, qui est un risque qui est très très faible. Donc, voyant en fait le potentiel que je pouvais réaliser avec l'endettement, avec l'effet de levier, j'ai eu un peu cet objectif, cette hantise de maximiser ma capacité d'endettement à tout moment. Donc c'est un truc que j'ai essayé de faire de manière régulière. C'est quand t'es arrivé en France, du coup, il y a 10 ans que t'as eu cette révélation, enfin ce jugement-là. C'est ça, en fait, je suis arrivé en France il y a 13 ans, j'ai fait des études en grande école, j'ai étudié notamment aussi à Boston aux États-Unis. J'ai vécu dans quelques pays, au Brésil, au Kenya, avant de revenir. Et donc il y a 10 ans, j'ai commencé à travailler et en fait, c'est là où j'ai réalisé en fait tout le potentiel, toute la chance qu'on avait d'être en France ou en Europe de manière générale, mais surtout en France de manière spécifique, avec la facilité qu'on peut avoir en France de pouvoir emprunter, en tout cas à l'époque, et aujourd'hui c'est toujours le cas, même si ça s'est complexifié un peu pour les particuliers ces derniers mois, et aussi de pouvoir bénéficier de taux fixes, ce qui est quand même assez rare comparé à des pays anglo-saxons comme les États-Unis ou l'Angleterre, qui en souffrent beaucoup aujourd'hui, parce que avec les taux variables, les taux remontent et du coup on se retrouve dans l'incapacité de rembourser ses crédits. Et donc pour moi, c'est quand on débute, qu'on a un salaire, quel qu'il soit, il faut systématiquement être dans cette optique de OK, à quel moment est-ce que je peux commencer à emprunter pour pouvoir acheter un premier bien, même si c'est 100 000 €, même si c'est un peu moins de 100 000 €. Il y a pas mal de belles villes, dont Rouen et d'autres villes où on peut acheter des biens à moins de 100 000 €, avec des rentabilités à 4, 5, 6%. Et derrière, même si on emprunte, on s'endette pendant 25 ans, c'est une bonne chose, puisque du coup, on va pouvoir s'enrichir sur de l'argent qu'on n'a pas. Donc, du coup, à cette époque-là, j'ai commencé à avoir ça en tête. J'avais aucune expérience dans l'immobilier. On n'avait pas des investisseurs 4.0 en 2013-2014. Quel dommage. Non, oui, exactement. Mais donc du coup, on n'avait pas tout ça, et en fait, du coup, c'était tout seul en ligne. Commencé à lire un peu certains articles,
Et puis aussi, n'ayant pas les moyens d'acheter à Paris, il fallait trouver une ville. Donc c'était des recherches pour trouver les meilleures villes pour investir dans le début des années 2010. Donc il y avait Bordeaux, il y avait Nantes, il y avait Toulouse qui ressortaient. Et puis en fait, j'ai commencé à mettre tout en place une méthodologie qui m'a permis en fait d'acheter mes premiers biens. Et puis derrière, j'ai développé cette méthodologie quelques années plus tard, quand j'ai pu accélérer sur l'acquisition des biens en fonction du temps que j'avais et de l'expérience. Est-ce que tu peux nous décrire du coup cette stratégie et comment elle s'articule, enfin quelle était ta situation aussi, tu vois, donc parce que tu dis que tu es entrepreneur d'abord en fait et après investisseur du coup. Est-ce que tu étais salarié, tu avais la boîte, tu avais beaucoup de capital à mettre au départ, ou tu jouais beaucoup l'effet de levier, comment ça s'est organisé ça? Alors je t'avoue que j'ai profité de ma situation de salarié pour ma première acquisition, qui était un appartement à Bordeaux. J'avais fait des centaines, j'avais regardé des milliers d'annonces en ligne, des centaines de coups de fil pour voir des dizaines d'appartements. Tout ça en 36 heures. J'avais vu plus de 30 appartements en 36 heures. Je m'étais tout organisé sur un déplacement à Bordeaux. Est-ce que t'habitais Paris, quoi? Ouais. Oui, exactement. Et donc je me déplaçais en fait pour le boulot. Ne connaissant pas très bien Bordeaux, j'y étais allé une première fois pour essayer d'un peu de sentir la ville, de découvrir les quartiers où il fallait investir. J'avais pris pas mal de taxis à l'époque parce que j'avais pas confiance dans les agents immobiliers qui allaient me proposer leur propre quartier, leur propre bien. Et donc du coup, j'ai pris pas mal de taxis, même pour 5 minutes, et j'allais leur parler, je leur disais voilà, je cherche à investir à Bordeaux, vous êtes là depuis 20, 30 ans, vous connaissez la ville mieux que quiconque, vous n'avez aucun biais. Quels sont les quartiers les quartiers, les rues dans lesquelles vous me conseilleriez d'investir? Donc au bout de 4 ou 5 taxis, je regroupais les informations, je ressortais avec 3, 4, 5 quartiers. Et donc, je savais qu'il fallait que j'aille là. Donc, ensuite, je suis allé visiter les quartiers, discuter avec les commerçants. Donc, je me suis rassuré par rapport au potentiel des quartiers en question, parce que l'idée était d'avoir pour moi un investissement patrimonial, liquide, que je puisse vendre et louer de manière très rapide en cas de besoin. Et qui soit quand même rentable, avec un minimum de rentabilité. Je pense à l'époque, j'étais autour de 4%, mon objectif. Sachant que le taux d'endettement, il était en dessous de 2. Et j'avais emprunté, mon premier emprunt c'était à 1,30. Donc voilà, l'idée c'était de faire minimum x2 par rapport à mon taux d'endettement. Et c'est grosso modo, idéalement, quand on veut faire de l'investissement locatif, il faut généralement essayer faire un x2 par rapport au taux d'endettement qu'on a. Ok. Et donc voilà, c'est ça que j'ai pu faire mes premières acquisitions. Donc c'était la location longue durée, il y a eu de la rénovation, il y a beaucoup de rénovation dans ces biens-là. Non, mon objectif c'était qu'il n'y en ait pas beaucoup parce que je n'avais aucune expérience là-dedans. Et ma réflexion c'est une chose à la fois. Donc tu achètes pour la première fois, tu n'es pas forcément entouré de gens qui s'y connaissent en travaux. Ça sert à rien de prendre trop de risques. Donc l'idée c'était d'acheter quelque chose en plus idéalement déjà loué. Et il y avait pas mal d'opportunités là-dedans. Donc au moins il n'y avait pas d'emmerde dans un premier temps. J'ai fait les travaux moi-même, alors je ne savais même pas monter un meuble Ikea quand je suis arrivé en France. Donc, du coup, voilà, c'est important de faire les choses aussi graduellement pour ne pas se cramer. Donc, le premier bien, on était en quelle année, Bordeaux Alors, le premier bien à Bordeaux, c'est en 2014. La petite histoire, c'est que je n'ai pas réussi à l'acheter parce que j'avais très bien préparé toute la partie immobilière et pas du tout la partie financière. Donc, j'étais allé voir mon banquier, qui était un jeune qui devait avoir mon âge à l'époque, à la BNP, en lui demandant est-ce que je peux avoir un prêt. Il me dit oui. Je me dis ok, super. Merci monsieur. Au revoir. Super. Du coup, je vais faire mon truc. Quand je reviens vers lui, au fait, tu te souviens, tu m'avais dit oui pour mon prêt. Ben voilà le bien. Ah, au fait, non, on peut pas te financer parce que tu n'es pas français. À l'époque, je n'étais pas encore naturalisé. Donc, du coup, j'étais allé voir des courtiers. J'en avais vu plusieurs. En plus, j'en avais vu plusieurs que j'avais lancés en même temps, ce qui n'est pas forcément une bonne chose non plus. Quand on contacte un courtier, il faut en contacter qu'un, parce que généralement, ils contactent les mêmes banques, et donc, du coup, ils peuvent te cramer d'une banque à l'autre. Et en fait, ça a duré des mois, et au bout de, je pense, 6-7 mois d'attente, j'avais décalé, j'avais réussi à négocier et à décaler la signature de l'acte authentique. Et donc, il y en a un qui m'appelle, et il me dit, bonne nouvelle, c'est bon, j'ai eu le prêt. Super. Il me faut juste une carte résident 10 ans ou une carte d'identité française. Tout ce que t'avais pas, quoi. Ah oui. Donc, puisque j'étais sur une carte
un visa de travail d'un an. Donc du coup, bon, voilà, c'était perdu, mais je m'étais promis que le moment où je devenais français, j'allais directement me remettre dans la chasse d'appartements à Bordeaux. Et donc, décembre 2015, j'étais français, et je pense que juin 2016, j'avais déjà acheté l'appartement à Bordeaux. Ouais, parce que tu connaissais déjà le marché, tu connaissais ton process, en fait, t'avais plus qu'à dérouler finalement, c'est ça l'idée? C'est ça, sauf que les prix avaient pris, je pense, 30 ou 40%. Voilà. Mais j'ai quand même acheté dans les Chartrons, j'avais acheté à 3 000 € le mètre carré, et là aujourd'hui on doit être autour de 5 500, 6 000. Donc c'est quand même pas mal. À l'époque, si j'avais les moyens d'acheter, déjà en 2014, si j'avais les moyens d'acheter, j'en aurais acheté une dizaine, parce que le potentiel à Bordeaux était énorme. On avait la ligne grande vitesse qui arrivait. Voilà. Donc c'est systématique, c'est assez important d'être dans cette optique de maximiser sa capacité d'endettement. Ça a toujours été mon leitmotiv. Vraiment maximiser sa capacité d'endettement, être dans une optique systématique de recherche de financement pour pouvoir l'investir. Et au moment où on est arrivé au maximum, avec le reste des liquidités qu'on a, on peut aller sur les marchés boursiers. On peut, si on veut, on peut investir dans un PEA, dans une assurance vie, etc. Peut-être rapidement sur l'ensemble des autres investissements que tu as fait à titre perso, et voir un peu comment c'est enchaîné. Donc premier bien, on a bien vu que c'était en 2014, hein, ça non, 2015 en fait. 2016 pardon. Ouais. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, j'avais un salaire, donc j'en ai profité. 2016, c'était l'époque aussi où j'avais créé Crédit.fr, mais j'avais la possibilité de me payer un salaire, et donc du coup, grâce à ça, j'avais réussi à emprunter facilement. Il faut avoir en tête systématique, c'est très compliqué pour les entrepreneurs purs qui ne se payent pas, ou qui se payent peu d'emprunter. Les banques n'aiment pas trop ça. Même si ta boîte génère des millions. J'ai notamment une copine qui a une boîte qui avait plusieurs millions de trésorerie. Elle était CEO de la boîte depuis des années. D'ailleurs, elle vient de lever plus de 20 millions aujourd'hui, elle se reconnaîtra. Et elle avait galéré pour trouver un financement bancaire pour son premier appartement. Donc voilà, c'est idéalement, il faut être quand on est salarié, il faut en profiter avant de se lancer dans l'entrepreneuriat, histoire d'avoir déjà un premier socle de sécurité qui est notre premier bien immobilier qu'on va finir de rembourser dans 20 ou 25 ans, idéalement 25 ans si on peut, puisque le plus on décale la durée, plus on a une capacité d'endettement qui est élevée. Et ensuite, donc j'ai du coup accéléré à partir de 2018. Donc 2017, après la vente de Crédit.fr, j'ai rejoint un groupe américain dans la blockchain où j'étais très bien payé. Et donc mon job à l'époque, c'était de faire du lobbying avec des gouvernements et d'aller parler à des conférences un peu partout dans le monde. Donc c'était assez cool comme job. J'avais notamment fait investir PayPal dans leur première boîte de blockchain. Donc dans la boîte qui s'appelle Cambridge Blockchain, ils avaient mis $2 millions. Et donc c'était une boîte qui marchait plutôt bien. Et donc grâce à cette situation financière salariale confortable, j'ai pu accélérer avec l'acquisition de 5 appartements à Paris. Et donc là, ma stratégie était différente, vu que j'étais sur place, et je n'avais pas forcément le temps d'aller voir des milliers d'annonces. Et j'ai commencé aussi à réaliser l'importance du off-market. Donc ce que je suis allé faire, c'est je suis allé faire pendant une journée du porte-à-porte, littéralement une journée, un samedi, toutes les agences immobilières. Donc j'habite dans le 4e arrondissement de Paris. Donc je suis parti de Saint-Paul vers Bastille, et puis je suis remonté, j'ai fait 12e, 11e, 19e, et j'ai contacté toutes les agences immobilières sur place en leur disant voilà, je cherche à acheter un ou plusieurs appartements, voici tous mes critères, je sais combien je peux emprunter. Donc j'avais déjà validé ça un peu au préalable, la partie financement qui est quand même très importante. Et voilà, je leur ai dit les biens que vous avez en ligne depuis plus de 24 heures ne m'intéressent pas. Parce que s'ils sont en ligne depuis si longtemps, c'est qu'ils sont pas suffisamment intéressants. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que tout le monde veut, mais je le veux avant les autres. Parce que je suis capable d'être réactif, je suis professionnel, en tout cas dans ma manière d'être, et vous verrez que ça se passe bien. Donc certains te prennent pour un fou, d'autres vont essayer de voir le potentiel derrière parce que il faut que tu arrives à les convaincre de cela avec une certaine prestance, un peu de charisme, etc. Et donc derrière les gars ils t'appellent. Et donc mon premier bien à Paris, je l'ai acheté, j'étais à Boston. J'étais en déplacement pour le boulot à Boston, et je reçois un email avec un bien off market.
Et je vois l'annonce et je me dis c'est pas possible. L'appartement était nickel. On est au but de Chaumont. C'était un grand studio de 32 mètres carrés avec 20 mètres carrés de terrasse qui était vendu 280 000 euros. Donc 2018, c'était super. Donc j'appelle l'agence, je discute avec eux, je valide les différents points, je m'assure qu'il n'y ait pas de loup ou un truc qui soit pas clair. Ils me valident tous les points. Et donc là, j'appelle tout le monde sur Paris pour aller le visiter en premier. Voilà, il fallait que ce soit le lendemain matin à 9h, être les premiers sur place. Finalement, ma sœur arrive à s'y libérer, elle va le voir. Moi, à 3h30 du mat, j'étais debout. Donc à 9h30, du coup, elle m'écrit, elle m'envoie les vidéos, elle me dit que c'est top, le quartier est très bien. Donc j'appelle direct l'agent immobilier, je lui dis écoute, je le veux. D'accord, mais on ne se connaît pas, vous l'avez pas visité, comment je peux vous faire confiance? Donc je lui ai dit, de toute façon, vous avez combien de visites aujourd'hui? Il dit j'en ai 2. Je lui ai dit ok, gardez-les, faites-les, annulez toutes vos visites. De toute façon, si je le prends pas, je suis certain qu'un des 2 autres le prendra. Simplement, gardez-moi la primauté dessus. Je veux avoir la priorité. On était, je pense, mardi ou mercredi. Je rentrais à Paris le lundi suivant. Donc je lui ai dit, moi j'atterris à Paris à 8h, je peux être sur place à midi. Donc j'ai atterri à 8h, à midi j'étais sur place. J'ai visité l'appart. Pendant ce temps-là, je l'ai eu tous les jours au téléphone. Tous les jours je lui écrivais, gardez-le moi, c'est sûr que je le prends. Ne le vendez à personne. J'ai vraiment à limite harcelé pendant une semaine. Et t'as pas fait d'offre alors? T'as attendu le lundi suivant de la visite pour faire l'offre? Alors, si, je lui ai dit, je le prends au prix, parce que c'était un bien il y avait pas de marge de négo, il était très bien, il était en dessous du prix du marché. Donc je lui ai dit non, je le prends au prix, c'est sûr. Et donc juste gardez-moi la priorité là-dessus. Ouais, mais t'as pas formellement envoyé d'offre, enfin, c'est ça que je veux dire, quoi. Si, il me semble de mémoire, alors je ne sais plus, mais de mémoire, j'ai dû lui envoyer une offre écrite. Si, par email. J'ai dû lui envoyer ça par email. Mais sauf que je peux comprendre qu'un agent immobilier ne veuille pas bloquer une vente quand tu n'as pas visité l'appartement parce que tu peux te rétracter. Et donc j'avais besoin de le convaincre que ça n'allait pas arriver. Et du coup, voilà. Je pense qu'on était tous les deux très contents parce que non seulement, donc je suis arrivé, je me souviens, donc midi j'allais voir l'appart, 15h je partais à Amsterdam pour le boulot, je rentrais vendredi et samedi je signais le compromis. Et avec cet agent immobilier, j'en ai racheté 3 autres. Ouais, il y a le côté réseau, ça, je suis complètement d'accord. Et le fait de te présenter, de faire déjà une première OP qui marche bien, ça mêle l'agent en confiance, qui sait qu'il peut écouler ses produits rapidement, si en plus derrière tu peux te financer. Mais la question quand même, c'est, t'as compris dans quelles circonstances finalement t'avais pu avoir ou avait pu être mis sur le marché un bien comme ça à ce prix-là, tu vois? J'avais cette discussion avec un copain. Je lui ai expliqué un peu le fait que on a acheté avec Livret P 2 appartements à Lyon. On en a communiqué sur un, mais en fait, il y a un deuxième, ça c'est en avant-première que j'en parle aujourd'hui. On communiquera dessus la semaine prochaine, je pense. Donc, on a acheté 2 appartements dans le centre de Lyon. Un, est juste à côté de la gare Pardieu. On est à 5 minutes à pied de la gare Pardieu. Je l'ai acheté à 3007 le mètre carré. Il était déjà initialement à un prix en dessous du prix du marché, largement en dessous du prix du marché, et j'ai réussi à le négocier de 5% en plus. Donc il était à 300 000, on l'a acheté à 285 000 pour un 80 mètres carrés dans Lyon, dans le centre de Lyon. L'autre, c'était un appartement dans le 7e aussi à Lyon, à côté de l'école normale sup et du futur campus de l'EM Lyon. Là aussi, on est en dessous de 4 000 euros le mètre carré. Il était à 285 et je l'ai acheté à 272. Et dans les 2 cas, j'étais prêt à l'acheter au prix. J'étais le premier à visiter sur place. Et avec l'agent immobilier, en discutant, j'ai demandé s'il y avait de la négo. J'ai senti que c'était possible, donc j'ai poussé un peu. Alors que j'étais prêt à l'acheter au prix. Techniquement, dans mes chiffres, tout ça passait. Mais l'agent immobilier, en fait, va voir le potentiel de la personne, peut savoir, va se dire aussi que voilà, en une vente, ça peut être fait si j'arrive à convaincre les vendeurs. Je l'ai acheté sans condition suspensive aussi de financement, donc ça aide. On peut tomber sur des, entre guillemets, des pépites où on a soit une marge de négo alors que le prix est déjà sous-pricé, ou en fait, ou alors l'agent immobilier a réussi à convaincre le vendeur que le bon prix est celui qui est juste au niveau du marché ou légèrement en dessous, pour être sûr de le vendre vite. Donc tu peux avoir dans certains cas des vendeurs qui sont pressés, ils ont besoin de cash.
où ils sont en train d'acheter une autre maison à côté, et donc ils ont besoin de ne pas de libérer de la liquidité pour pouvoir acheter leur nouveau bien. Ça peut être des successions, ça peut être des divorces. Voilà, c'est dans ces cas-là qu'on tombe sur des bonnes affaires généralement. Et dans mon cas, c'était principalement l'agent immobilier qui avait bien négocié le prix avec le vendeur. Ils lui ont fait confiance. Et de certaine manière, ils n'ont pas eu tort, parce que vaut mieux vendre rapidement et perdre quelques milliers d'euros plutôt que de traîner un bien pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois, de faire dévaluer un peu la valeur du bien parce qu'il va se retrouver en ligne pendant longtemps ou à l'agence pendant longtemps, et derrière en fait ça perd de sa valeur, ça perd du momentum. Mmh. Ouais, on est quand même dans ce contexte-là sur des prix qui sont certes en dessous du marché, mais on n'est pas sur le risque des 7/12e là de récision pour lésion, pas de risque là-dessus. Non, en dessous du prix du marché, mais je l'achète pas à moitié prix, donc non. Ça marche. Donc ouais, donc 5 apparts. Donc finalement, si on fait le compte, la vision globale, t'as eu ce premier lien sur Bordeaux, ensuite 5 apparts sur Paris. 5 apparts dans la foulée, puis après j'en ai acheté un sur Nice. Ensuite j'en ai acheté d'autres autour de Paris, donc voilà, ça s'est accéléré. Ensuite ces 3 dernières années, j'ai dû faire plus d'une dizaine d'opérations. Tout sur du locatif là-dessus. Tout sur du locatif, sauf 2 opérations que j'avais achetées en marchand de biens. En fait, j'ai monté une société de marchand de biens parce que je n'avais plus la possibilité d'acheter à titre personnel, parce que j'avais explosé ma capacité d'endettement. Et en fait, à partir du moment où je m'étais mis au chômage à un moment donné pour monter des boîtes, j'ai réussi quand même à tripler ma capacité d'endettement totale en achetant des biens via des sociétés. Quand tu dis tripler ta capacité d'endettement, c'est? J'étais endetté à un peu plus d'1 million et je suis passé juste en dessous de 4. Ok, mais ça, dans le fait que donc t'as quitté ton CDI. Oui. Et ta capacité de prendre de la dette a augmenté parce que t'avais du cash à côté? Non. En tant qu'entrepreneur? Non. C'est parce que j'avais développé aussi les bons réseaux avec les banques. C'est pas quelque chose qui est forcément, je ne sais même pas comment en toute honnêteté, je ne sais même pas comment j'ai réussi, autre que le relationnel que j'avais tissé, les liens que j'avais tissés avec les banquiers ces dernières années. J'en ai plusieurs qui m'ont suivi et qui me suivent encore parce qu'ils me font confiance. Donc il y a le banquier, le banquier lambda, lui il va regarder les chiffres, il fait ses horaires de 9h30 à 17h et il s'en fout du reste. Et puis tu as quelques banquiers, des vrais pépites, qui aiment l'immobilier, qui vont te répondre le week-end, le soir, qui vont gérer un dossier pendant qu'ils sont en vacances à Bali. Ça c'est une vraie histoire. Et du coup, qui vont en fait te faire confiance à l'homme ou à la personne, et donc te suivre parce que tu as montré que tu avais de l'expérience dans l'immobilier et que tu avais bien acheté, te suivre parce qu'ils savent que tu rembourseras coûte que coûte, parce que de toute façon, d'une manière ou d'une autre, quand ils te suivent, ils ont la garantie du bien. Donc si tu as acheté en dessous du prix, qu'ils te financent, admettons, à 80%, leur risque, il est minime, il est quasi nul. Donc ils sont prêts à te suivre là-dessus. Donc j'ai créé une société marchand de biens où j'ai pu faire des opérations d'acquisition et revente derrière à Paris, où c'était des biens que j'achetais entre 6 et 7 500 € le mètre carré dans le centre de Paris. Donc ça aussi, c'est du réseau, c'est des agents immobiliers que tu avais déjà au préalable, qui vont mais tout ça, ça prend du temps. Et je n'avais pas forcément prévu initialement de devenir marchand de biens. C'est pas forcément quelque chose que j'apprécie particulièrement. Je le fais uniquement parce que c'est plus simple d'acheter comme ça aujourd'hui pour moi que d'acheter sur du long terme. Oh, ouais, c'est plus souple, effectivement. C'est plus risqué. Aujourd'hui, je le conseille pas. Hein. Aujourd'hui, c'est très risqué. Le marché, il est un peu instable. Surtout aussi, on a une augmentation des coûts de travaux qui est assez forte. Donc, pour les marchands de biens, aujourd'hui, ça devient très difficile. Moi, de toute façon, c'est quelque chose que j'ai mis de côté au moment où j'ai lancé le livre épais pour me concentrer sur le livre épais. Et aujourd'hui, toutes les acquisitions, on les fait par là. Juste sur ton argument par rapport au coût du travaux, du coup, en tant que marchand, tu trouves que c'est plus difficile de vendre, en fait, la liquidité et commercialisation à un investisseur est plus compliqué parce que derrière, la renta est plus au rendez-vous à cause des hausses des coûts des travaux, quoi, c'est ça? C'est ça, exactement. De toute façon, là, les banques, alors déjà, en plus, le coût d'emprunt a explosé. À la base, c'était déjà plus cher, hein. Tu empruntais entre 2 et 3% avant l'augmentation des taux. T'étais entre 2 et 3% ton taux d'emprunt, là où on était à 1,5. Mais ça, c'était OK, puisque tu allais sur une opération sur 1 an, voire moins d'1 an.
Donc au final, ton coût, ton coût d'emprunt, le delta, il est pas énorme parce que tu étais sur une courte période. Sauf que c'est des taux qui sont aussi indexés à l'Euribor 12 mois. Et l'Euribor 12 mois, il est passé d'un taux négatif à, je pense qu'il est à 3 ou 4%, je ne sais plus. Voilà, ça te fait monter ton taux total d'endettement à 6 ou 7. Donc déjà, ça a un coût. Les coûts des matériaux ont augmenté, les délais de livraison, les délais d'acheminement des matières premières a augmenté. Donc tout prend plus de temps, donc ça te coûte plus d'argent à transformer. Et derrière, tu es dans une incertitude sur le marché parce que on est sur un marché qui est en train de s'ajuster au niveau des prix. Il y a pas une crise de l'immobilier particulière. On a la chance aujourd'hui, comme je l'ai dit en France, d'être sur des taux fixes, donc qui font que les gens sont capables de continuer de rembourser leur mensualité. Donc il n'y a pas de crise d'immobilier. Il y a un ajustement des prix puisqu'on était sur une montée non-stop pendant 10 ans, plus de 10 ans. Mais perdre 2 ou 3% pour toi en tant que marchand de biens sur une période d'un an, ça peut impacter tout ton business plan. Et donc du coup, c'est pour ça que aujourd'hui aussi, je pense que tout ce qui est crowdfunding immobilier qui finance des promoteurs immobiliers et des marchands de biens, ça fait un moment que je dis que c'est assez risqué. On est quand même sur des taux de 7, 8, 9, 10%. Il y a rien sans rien. Si on a des taux aussi élevés, c'est parce que le risque, il est fort. Et on est sur des opérations commerciales et non pas des opérations immobilières. On finance des sociétés commerciales qui font une opération d'achat-revente, donc c'est des opérations commerciales. On a vu que Maison Phoenix, qui est l'un des plus gros promoteurs français, a fait faillite en début d'année ou en milieu d'année. Ouais. Donc ça montre que le marché est très difficile aujourd'hui. On a de moins en moins de logements neufs qui sont en train de sortir parce que les gens sont beaucoup moins intéressés par ça. Ils font plus de Pinel aujourd'hui. Donc ce qui va renforcer d'autant plus le marché de l'ancien, sur lequel Livre Épée et moi de base je suis, puisque on va avoir une tension locative qui va se renforcer avec des loyers qui vont rester constants, voire augmenter avec l'inflation, avec justement des primo-accédants qui vont avoir de plus en plus de mal à acheter leurs biens, et donc ils vont rester locataires pendant plus longtemps. Et derrière, du coup, le marché du neuf qui est en train de s'évaporer petit à petit et qui est en train de retourner vers l'ancien. Dans un instant, Nadim nous donne les critères qui lui ont permis d'augmenter sa capacité d'endettement à la sortie de son CDI et au lancement de son activité d'entrepreneur, et nous explique pourquoi il vaut mieux investir sur des SCPI ou des club deals adossés à du locatif plutôt que sur du crowdfunding immobilier. À tout de suite. Le problème avec le format podcast, c'est le manque d'interactivité avec les gens qui t'écoutent. Pour te donner une idée, si tu veux commenter l'épisode que tu es en train d'écouter, peu d'options s'offrent à toi. Tu peux laisser un avis sur Apple Podcast ou m'envoyer un message sur Instagram ou par email, mais c'est quand même pas très pratique ni vraiment très spontané. Pour corriger ce problème, créer de l'interactivité avec cette belle communauté dont tu fais partie, toi fidèle auditorice, j'ai lancé il y a quelques mois la chaîne YouTube des investisseurs 4.0. Tu trouveras sur la chaîne tous les épisodes passés du podcast en version audio, les interviews des nouveaux podcasts au format vidéo et les vidéos des sessions live questions-réponses qu'on organise de temps à autre et que je vais relancer de façon plus régulière maintenant. Alors si ce programme t'intéresse et que tu veux faire partie de l'aventure, je t'invite à te rendre sur la chaîne YouTube quand tu peux et à t'abonner. Ça me ferait un grand plaisir de t'y retrouver et d'interagir plus directement avec toi. À très bientôt sur la chaîne. Je vais en venir justement à tout ce qui est cette partie crowdfunding et autres et adossé au marché de l'immobilier. Juste faire une dernière boucle pour terminer sur son aspect parcours IMO et sur l'aspect financement et l'aspect levée de dette et capacité d'endettement qui a augmenté. Je voulais être sûr d'avoir bien compris quand tu parlais. Donc on a bien compris les éléments un petit peu intrinsèques de la relation avec le banquier qui permet que tu peux prendre autant de dettes même si ta situation elle est moins bien, enfin moins carrée parce qu'on parle d'un CDI à des allocations chômage en fait. Et finalement mais du point de vue du banquier, tu vois. Et c'est là où je me pose la question, est-ce que ce qui fait que ça augmente ta capacité d'endettement alors que ta situation de l'emprunteur, profil emprunteur a priori plus faible, c'est uniquement justement cet aspect relationnel que tu as forgé avec l'expérience de sérieux que tu as mis, le track record sur les opérations que tu as fait, etc. Ou est-ce qu'il y a d'autres aspects que tu dirais qui ont facilité cette quadruplé cette capacité d'endettement, quoi, tu vois?
Ça m'intrigue. Écoute, je n'ai pas de réponse sûre à 100%. Pour moi, c'est les relations que j'ai pu tisser avec les banquiers, sachant qu'il y en a certaines qui étaient assez nouvelles, hein. Donc où je me suis vendu moi, mon parcours d'entrepreneur, mais aussi mon parcours dans l'immobilier. Un track record, c'est très important. Juste pour info, quand tu te lances en marchand de biens, j'ai galéré pour trouver des banques qui me financent. Finalement, j'en ai trouvé 3, mais au départ, j'en ai vu plein, j'ai eu plein de portes fermées parce que les banques te demandent de l'expérience avant de commencer à te financer, sauf que tu as besoin d'être financé pour avoir de l'expérience. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Et c'était des opérations à minima de 2 millions d'euros. Alors que moi, j'avais pas forcément, je voulais commencer avec un truc à 500, 600 000, voilà, histoire de se lancer, de se lancer un petit peu. Il a fallu trouver les banquiers qui vont faire confiance à ta personne. Donc c'est très important de bien s'exprimer, de montrer qu'on a confiance en soi, mais aussi de montrer un peu l'expérience qu'on a pu avoir. On a acheté en dessous du prix du marché systématiquement. On a pu gérer les travaux à des coûts et à des prix qui défient toute concurrence, ce qui était mon cas puisque je faisais les travaux moi-même avec des gens autour de moi. Et donc ça m'a permis aussi d'apprendre à gérer les travaux comme ça. Pour moi, c'est ça. Il faut aussi savoir que j'avais aussi un chômage qui était assez confortable, vu que j'avais une situation salariale qui l'était. Donc, je me retrouvais pas non plus à la paille. Ouais, sur la paille, ouais. mais ça, du coup, l'endettement, du coup, tu parlais de ta capacité d'endettement, tu cumulais la situation, des projets locatifs et marchands de biens, hein. Parce que c'est pas la même c'est pas la même vision du banquier, tu vois, selon les opérations. Donc. Il y avait donc marchand de biens et puis aussi j'ai créé une SCI, des SCI qui m'ont permis en fait d'acheter dans le cadre de la SCI. Alors, du coup, tu as des banquiers, quand tu crées une SCI, tu as des banquiers qui vont regarder systématiquement et que ta situation personnelle, toi et celle de ton associé, parce qu'il faut être 2 dans la SCI. Et donc, ils regardent ça très fortement et si ça rentre pas dans les cases non plus, ils te financent pas. Et il y en a d'autres qui vont regarder ça un petit peu, mais surtout qui vont se focaliser sur le bien. Et donc, ils vont se dire, ce bien-là, tu l'as acheté 20% en dessous du prix du marché. Moi, je vais te financer 80%. Donc déjà, mon risque par rapport à un bien qui vaudrait 100, il va se situer, il va se situer autour de 60-65%. Donc si demain il y a un problème, moi je récupère le bien, l'appartement. Il faut que je me fasse rembourser 65% de sa valeur actuelle. Donc en faisant ce calcul assez rapide, en regardant aussi le montant de loyer, la rentabilité que tu avais prévu de faire là-dessus, ils vont se dire le risque que je prends là-dessus il est quand même minime, donc je peux te financer. Donc plus on a la possibilité d'apporter du cash, plus on a la possibilité du coup de s'endetter au-delà des limites. À condition qu'on achète les bons biens, qu'on montre qu'on sait le faire, qu'on a l'expérience de le faire, etc. Donc faut faire les choses étape par étape. Ouais, effectivement. Et puis je pense que ce qui a peut-être joué, mais tu me dis, mais c'est effectivement la stratégie patrimoniale. Donc tu avais un loan to value qui était avec une bonne visibilité sur la liquidité des prix du marché, etc. Donc ça doit rassurer aussi le banquier que si tu achètes un truc à Limoges où tu te dis dans tes projections ça va prendre de la valeur, quoi, tu vois. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Moi, c'est du centre-ville et ma stratégie en fait, je l'ai appliquée pour le livret P. C'est du centre-ville, c'est des produits pas risqués du tout. Je sais que je peux le vendre demain en l'espace d'une journée. Je sais que je peux le louer en l'espace d'une journée. Et c'est comme ça qu'on a réussi. Et en fait, du coup, c'est plus dur d'acheter parce que tu n'es pas en train d'acheter un immeuble de rapport perdu sur une nationale entre 3 villages à 80 km de Lille, comme certaines boîtes peuvent pousser leurs utilisateurs à acheter en promettant des rendements de chiffres et au final, il n'y a rien qui sort parce qu'on n'arrive pas à le louer parce que c'est un bien pourri. Nous, on est sur des rendements entre 4 et 6%. Nous, on va assurer ces rendements-là et on se rémunère qu'ensuite sur le delta qui va aller au-dessus. On rémunère nos utilisateurs dans un premier temps. Donc, que ce soit pour moi ou que ce soit pour le livret P, on est systématiquement dans cette optique de pouvoir limiter le risque au maximum et d'être sûr d'avoir systématiquement des locataires et une demande de locataires importante. Donc sur l'offre livret P, finalement, puisqu'on y est, c'est à la base, si je comprends bien, des rendements qui sont basés sur des opérations d'investissement immobilier locatif, principalement d'investissement locatif, qui sont opérés par une société dont la rentabilité est telle et le rendement et le calcul du risque est tel qui peut permettre de dégager pour l'épargnant qui souscrit à l'offre
un revenu qui certes n'est pas garanti, mais qui est visible, qui donne de 4%. C'est ça l'offre Oui, en fait, à la base. En fait, nous on va contractualiser avec l'épargnant, donc c'est une obligation avec un rendement minimum fixe de 4%. Qui peut monter jusqu'à 6% en fonction des actions que tu vas faire sur l'application mobile. Donc, tu as la question of the week, tu as pas mal de choses, en fait, qui vont booster ton rendement. Derrière, nous, on va aller acheter des biens immobiliers résidentiels, qui vont nous générer des rendements à 6% et plus. On va rémunérer l'utilisateur. Et nous, on va prendre ce qu'il y a au-dessus. Donc, on rémunère dans un premier temps, contrairement à des SCPI qui vont prélever des frais d'entrée, des frais de gestion et des frais de performance, et ensuite te payer ce qui reste. Nous, on te paye ce qu'on te doit et on prend ce qui reste. Donc, la plus-value latente et le delta de la rentabilité. Donc, c'est, si tu veux, le paradigme d'investissement qui change et qui fait qu'on va prioriser l'épargnant, qu'on va prioriser l'investisseur avant la société. Et donc, on est d'autant plus dans une optique de performance et dans une optique de gestion maîtrisée. Donc, si je comprends bien, on est sur un contrat quand on est épargnant, contrat de dette, pas vis-à-vis d'une société foncière. Pas vis-à-vis de la foncière, la dette est vis-à-vis du véhicule d'investissement qui lui détient la foncière. Donc nous, on n'est pas du tout dans le véhicule d'investissement. Nous, on investit via la holding dans le véhicule d'investissement également. Donc si jamais la holding était amenée à disparaître, toi, tu es toujours détenteur d'obligations du véhicule d'investissement qui détient les biens immobiliers. Et en tant qu'obligataire, en tant que créditeur, tu es en première ligne pour être remboursé si jamais il y avait un problème. Donc ça, c'est aussi un gage de sécurité supplémentaire si jamais la société Livret-P, la société Innovative Finance qui détient Livret-P était mal managée. Donc en fait, en haut, t'as Innovative Finance et puis après t'as donc Livret-P, c'est la société commerciale, et t'as en bas et t'as en parallèle aussi en fil une SCI par bien. Aujourd'hui, c'est une SCI pour les premiers biens qu'on a achetés. Il n'y a pas forcément de raison d'en faire plusieurs, si ce n'est au niveau comptable et fiscal. Donc pour l'instant, on est sur une seule SCI. Si jamais on devait acheter des biens sous d'autres conditions, on créerait une autre société qui serait toujours détenue par Livret-P SA dans ce cadre-là. La SCI, elle détient combien de biens aujourd'hui Aujourd'hui, la SCI détient 4 biens pour un total de 2,5 millions. On s'est lancé il y a 6 mois. On a plus de 6 000 utilisateurs. Aujourd'hui, on est en novembre. Il y a une vraie accélération là avec très peu de communication, tu vois. Donc c'est quelques podcasts, quelques vidéos que j'ai pu faire. Les gens apprécient parce qu'on est sur un produit qui est quand même très flexible, qui va combiner la simplicité du livret A à la pérennité, donc la rentabilité et la sécurité de l'immobilier. Tu ouvres ton compte Livret-P, tu télécharges l'application, tu ouvres ton compte en moins d'une minute, il n'y a pas de frais d'entrée, le minimum d'épargne c'est 100 €, donc c'est très accessible, et on va aller positionner, et on va aller te donner un rendement qui est le rendement de l'immobilier, qui va se situer entre 4 et 6%. Ok, ouais. Parce que tu as la liquidité du livret A et non pas celle de l'immobilier. Et c'est ça en fait qui fait aussi une partie de l'innovation du livret P. Si je comprends bien, en fait, là où il y a l'intérêt du produit, surtout, c'est sur le expérience utilisateur, le fait quand t'es épargnant de pouvoir voir visiblement combien tu gagnes en fait au jour le jour et de pouvoir sortir. Enfin, du moins avoir cette impression de pouvoir sortir. Enfin, je pense qu'elle est réelle, mais ce que je veux dire, c'est que et c'est là où sur l'aspect risque peut-être où fondamentalement, conceptuellement, tu vois, la possibilité pour un épargnant de sortir, finalement, elle est liée à la capacité de la société d'avoir une marge de sécurité suffisante, tu vois, qu'elle développe avec ses fonds propres, avec la rentabilité de ses opérations, mais ça reste quand même basé sur les meilleurs efforts et sur la bonne exécution de la stratégie de l'équipe dirigeante, tu vois. C'est là où je vais en venir par rapport à... Et tu as entièrement raison là-dessus. Nous, on a mis en place une poche de liquidité de 10% du montant total investi, qui permet de faire sortir les utilisateurs au fil de l'eau quand ils le veulent. Aujourd'hui, les sorties se font sous 24 heures. Elles ne sont pas pénalisées. Il faut systématiquement quand même garder en tête que même si on est en train de mimer le fonctionnement du livret A, c'est pas le livret A non plus. Donc, il faut être dans une optique d'épargne moyen terme avec la possibilité de récupérer ses fonds au préalable en cas de besoin. Donc, cette poche de liquidité nous permet d'assurer les sorties. Aujourd'hui, on en a eu pas mal parce que les gens veulent tester, parce que les gens ont besoin d'argent à un moment donné, etc. Et donc, on le fait sans problème. On est en train de discuter avec des banques pour justement mettre en place une ligne de crédit qui va nous permettre derrière, grâce à la banque, de pouvoir assurer les sorties de manière un peu plus institutionnalisée. Ok ? Donc,
On est en train de le mettre en place. Je pense que ça sera pour courant 2023. On discute avec plusieurs banques dans ce cadre-là. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'équipe dirigeante est très importante. On le voit. Enfin, c'est quelque chose qui nous permet de bien gérer les choses. Avant de faire une petite parenthèse sur l'équipe qui gère le livret P, il faut aussi savoir qu'on a mis en place un comité d'investissement de 3 experts qui ont plus de 100 ans d'expérience à eux 3 dans l'immobilier, qui va valider systématiquement tous les biens. Ok, donc tous les biens qu'on achète sont validés par des experts indépendants qui le font de manière, on va dire, bénévole, et qui nous permettent en fait d'avoir un peu de mettre en place des garde-fous pour ne pas que ce soit nous qui gérions tout sans limite. Donc ça permet aussi d'être certain que ce qu'on achète, c'est déjà des biens qui sont de qualité. Dans certains cas, on a des banques qui peuvent nous financer, et donc si la banque te suit, et elle ne met pas de barrière, c'est que généralement tu sais que tu te plantes pas trop. Il n'est pas élu, nommé ou salarié, ou il n'a pas de lien avec la société, ce comité exécutif? Aucun. Ok. Aucun, et c'est très important du coup que ce soit un comité à 100% indépendant, et il faut que les 3 approuvent les biens. C'est quoi le modèle économique du coup? Vous récoltez de l'épargne auprès donc des épargnants et que vous utilisez pour financer en partie des opérations d'immobilier locatif, ou est-ce que vous financez à fonds propres d'abord les opérations, ensuite vous récoltez l'argent pour pouvoir financer? C'est quoi? Comment ça fonctionne? Un peu des deux. On met systématiquement une partie de nos fonds propres aussi là-dedans, donc on est investisseur auprès des utilisateurs. Donc ça, c'est aussi un point important qui est censé rassurer. On va pas vous balancer une opération et puis vous dire voilà, allez-y, et on croise les doigts. Donc on est là avec vous. Nous, on va se rémunérer. Donc on apporte l'argent, que ce soit nous et avec les utilisateurs. On finance les biens. Le bien va nous générer un rendement de, admettons, 6% net. Nous, notre coût du capital, donc ce qu'on va reverser aux utilisateurs et à la banque, il va être en moyenne, autour de 4%, 4,5%. Et donc nous, on va se rémunérer sur le delta, donc qui est grosso modo entre 1 et 2% par an, plus la plus-value future du bien, qui elle, voilà. Déjà de base, on achète des biens à 20-25% en dessous du prix du marché. Donc on sait que si on veut le vendre rapidement, on perd pas d'argent parce qu'on l'a déjà acheté de manière sous-cotée. Et puis derrière, on a la capacité derrière de prévoir aussi une revalorisation des biens de manière, on va dire, naturelle, à hauteur de 2% par an. Ça marche. Sur la partie livret P, peux-tu parler des reventes de biens? S'il y a une revente de biens, justement, parce que c'est facile de lier c'est assez lisible de lier un rendement sur du locatif avec une rémunération pour l'épargnant. Quand il y a un événement comme une vente d'un bien avec une grosse plus-value, comment c'est ventilé ensuite parmi les épargnants? Est-ce que ça va dans la réserve pour alimenter justement les rendements futurs, ou comment ça fonctionne? Oui, s'il y a une vente avec une plus-value, ça va rentrer dans la réserve et qui va permettre en fait de réinvestir cet argent sur de nouveaux biens et puis d'assurer les sorties des utilisateurs. En fonction de certains biens, on peut aussi redistribuer de manière exceptionnelle des rendements supplémentaires aux utilisateurs. On estime que arriver à 6%, ce qui est le cas de beaucoup de notre communauté, de personnes de notre communauté aujourd'hui qui sont à 6% de rendement, c'est déjà exceptionnel sur du locatif avec la liquidité du livret P. Donc il faut aussi garder en fait en tête tous ces critères qui font que on est sur un produit qui n'existe nulle part ailleurs. Donc la plus-value, nous, elle serait réutilisée principalement pour les réinvestissements et d'une certaine manière aussi pour donc dans une optique de capitalisation, et puis pour rémunérer derrière la société qui gère le livret P. D'accord. Et différemment du crowdfunding, notamment immobilier, il n'y a pas de lien direct entre un épargnant et un projet. Enfin, je veux dire, puisque la société détient plusieurs projets, qui investit, épargne, en fait, est confiant dans la capacité de l'ensemble de ses sous-jacents de performer, en fait, pour donner le rendement. Mais il n'y a pas par exemple, je suis épargnant, je peux pas dire, ce projet-là, je l'aime pas, je vais pas investir dedans, ou celui-ci, je l'aime bien, je vais investir dedans, en fait. On investit dans tout ce que la foncière va investir, quoi. Exactement. Comme pour une SCPI. C'est exactement ça. On investit dans un fonds et en fait, on a un risque qui est mutualisé sur l'ensemble du parc immobilier. Donc, d'une certaine manière, on va faire en sorte de te réduire ton risque, et aussi nous en tant que professionnels de l'immobilier, on passe du temps à analyser les biens, donc on estime que ces biens-là sont bons. On va pas te pousser à aller toi aussi faire ton analyse de ton côté. On va te simplifier tout le process.
Et dans le développement, là, tu expliquais les nouveaux produits qui sont à venir. Quel était l'intérêt justement? Est-ce que d'aller sur ces nouveaux segments? Donc, si je comprends bien, le private equity et le crowdfunding aussi. Vous allez faire du crowdfunding également? Crowdfunding, c'est du private equity, du club deal. Club deal, ouais. Donc, pouvoir acheter une ville. Donc, nous, on va acheter plusieurs biens, par exemple à Lyon. Et toi, tu vas pouvoir juste acheter Lyon. Donc, tu vas mettre 100 euros, 1000 euros là-dessus. Tu n'as pas le même système que le livret P avec un rendement fixe de 4% et de 4 à 6%. Mais tu vas être dans une optique d'investissement. Tu vas recevoir les loyers qui sont récupérés et aussi la plus-value à terme. Là, sur un club deal, le montage, du coup, est beaucoup plus isolé, donc lié à un actif. On est dedans... à 100%. Ok, ouais. Voilà. On est investisseur d'un bien ou d'un parc de biens. Et donc, on va toucher les loyers qu'on touche en fonction du bien et la plus-value à la revente sous 7, 8, 9, 10 ans. On est dans la société, une société par bien et on est dedans, enfin... Une société, pas forcément par bien, mais ça peut être par, tu vois, si on veut partir sur un principe où on veut choisir, j'ai envie d'acheter par exemple la ville de Marseille, nous en fait on va aller sélectionner une demi-dizaine ou une dizaine de biens dans Marseille et on va permettre aux gens d'aller directement acheter le pool de biens en question. On ne va pas choisir chaque bien tout seul. Quel est l'intérêt d'avoir fait ça en fait, de lancer cette offre? L'intérêt de lancer cette offre vis-à-vis du livret P, c'est qu'il y a des gens aussi qui veulent pouvoir être dans l'immobilier directement et donc prendre entre guillemets le risque du loyer, de toucher le loyer ou pas, pouvoir toucher des loyers plus importants le cas échéant, mais surtout aussi avoir le bénéfice de la plus-value à terme, qui généralement représente 50% du TRI sur 10 ans. Donc ils veulent profiter de ça, donc autant aller là-dessus. On n'a pas la même liquidité, la même possibilité de sortir que sur le livret P. Donc on pourra toujours avoir son wallet relativement liquide qui est le livret P. Aller sur du club deal parce qu'on veut investir directement dans un bien ou dans plusieurs biens, ou dans une ville, etc., avec la plus-value et espérer la plus-value future. On veut pouvoir investir via des sociétés qui existent depuis 20, 30 ans, qui proposent des produits de private equity à des très gros investisseurs et qui vont me permettre à moi d'y aller pour avoir des rendements à 10 ou 15% par an, être bloqué 3, 5, 7 ans. Et pouvoir aussi acheter des SCPI qui sont à moindre frais grâce à nous, on va pouvoir en fait redistribuer une partie des frais d'entrée à nos utilisateurs. Et donc en fait, l'objectif c'est que sur la plateforme Livret P telle qu'on va la concevoir, tu aies toute la possibilité d'avoir de l'immobilier à partir de 100 euros. Indépendamment du véhicule, alors c'est ça? Ça sera des véhicules différents. Et donc tu feras un peu ton stock, un peu une sorte de stock picking dans l'immobilier. Est-ce que tu veux placer une partie sur du liquide, une partie sur des biens en direct, une partie sur du private equity, une partie sur des SCPI, et tu pourras le faire. Il y aura une partie qui sera gérée par Livret P et d'autres qui seront gérées par des partenaires de Livret P, comme la Française, Asset Management, Primonial et d'autres. Ok, donc ouais, vraiment vous axez sur, encore une fois, le point d'entrée dans la distribution, la facilité d'utilisation, le côté ludique, capter l'épargne, c'est vraiment le gros de ce que vous voulez faire en fait. Oui, l'objectif en fait du livret P est de démocratiser l'épargne immobilière. C'est vraiment de répondre à cette masse d'argent qui dort sur les comptes courants qui rapportent pas grand-chose. On parle de 2000 milliards d'euros parce qu'il n'y a pas de solution simple et accessible aujourd'hui en France. Donc c'était tout l'objectif de créer le livret P, c'était dans cette optique-là, dans une optique de démocratisation de cette épargne. Et donc on le fait à partir de 100 euros avec le livret P dans sa conception actuelle, mais on veut aussi pouvoir démocratiser le private equity qui est réservé aux plus riches. On veut aussi pouvoir démocratiser d'autres types d'investissements qui sont beaucoup trop complexes aujourd'hui pour les investisseurs et qui vont pouvoir faire cela toujours dans le monde de l'immobilier, donc de manière très sécurisée chez nous. Ok, je comprends le concept. Et je pense que ce que tu gagnes en aisance, moi je le vois, ce que tu gagnes en aisance, tu le perds peut-être un peu quand même dans le contrôle, dans l'aspect un peu entrepreneurial de l'immobilier. Je comprends que pas tout le monde a envie de se lancer dans des aventures entrepreneuriales dans l'immobilier. Donc ça peut effectivement attirer des gens qui veulent vraiment la simplicité, une exposition, sans être, sans ça prenne de temps ou prenne la tête. Donc je comprends qu'il y a un potentiel à ce niveau-là. Je posais la question par rapport au reste des offres sur le marché. On a mentionné un peu le crowdfunding immobilier classique, les SCPI également. Quelles sont les grandes différences en fait entre ces produits-là et ce que vous faites avec Livret P? Alors, première différence en fait par rapport aux SCPI, qui sont des produits qui marchent très très bien, qui aujourd'hui il y a
un peu plus de 100 milliards d'euros en tout en France sur les SCPI, contre 2000 milliards d'euros sur les livrets bancaires ou les comptes courants. Donc on voit le potentiel en fait qu'il y a à récupérer en fait là-dedans. Les SCPI de base s'adressent à des investisseurs quand même avisés qui sont capables de comprendre des produits qui manquent de transparence, qui sont assez opaques, et surtout qui sont capables de mettre des montants assez élevés, donc 1000, 5000 euros en ticket d'entrée, et de prendre des frais d'entrée, de comprendre l'intérêt de payer des frais d'entrée. On est 10-15% de frais d'entrée en moyenne. Il y a plus de diversification quand même, par contre, sur la SCPI. Il y a plus de diversification, ça dépend des SCPI. Bien sûr, il y a des très bonnes SCPI, comme il y en a des moins bonnes. Sur les SCPI, on va aller sur des biens commerciaux, de bureaux et autres. Nous, on a choisi le résidentiel uniquement parce que c'est la classe d'actifs la moins sécurisée dans l'immobilier. La plus sécurisée, la moins risquée dans l'immobilier. Donc, parce qu'il y a un vrai déficit aussi de logements en France, dans les centres-villes. Donc, c'est pour ça qu'on se positionne là-dessus, puisqu'on est vraiment dans une maîtrise, dans une logique de maîtrise du risque. On va proposer des SCPI parce que voilà, c'est géré par des boîtes qui ont beaucoup plus de track record que le livret P, forcément, qui va venir aussi rassurer tout le monde par rapport à cela. On va proposer des SCPI, mais du coup, notre objectif, ce sera vraiment de les rendre plus accessibles et moins chers en frais. Donc, on sera vraiment sur des frais très minimes à des années-lumière de ce qui est fait aujourd'hui. Et quand tu dis plus accessible, tu veux dire de 100. Alors que là, normalement, des SCPI, il y en a beaucoup où tu dois investir 5000 ou 10 000 euros au minimum. Ah d'accord, donc tu baisses le ticket d'entrée et tu baisses les charges. Et tu y arrives parce que foncièrement sur le marché, les frais d'entrée SCPI sont gonflés à cause des coûts des distributeurs. C'est ça que tu vas squeezer. C'est exactement ça. Les CGP aujourd'hui qui prennent 6 voire plus, 6% voire plus sur la distribution de SCPI. Nous, on n'a pas besoin de prendre ces montants-là. On prendra une toute petite partie de cela et on redistribuera le reste à nos utilisateurs. Donc ça, c'est pour la partie SCPI. La partie crowdfunding, j'en ai parlé un peu, assez longuement tout à l'heure. Je ne pense pas du tout que ce soit comparable avec ce qu'on fait. Crowdfunding immobilier, c'est pas des opérations immobilières, c'est des opérations commerciales, c'est des opérations très risquées, d'où des rendements quand même assez importants. On est sur du 8, 9, 10%. Je pense que là, ça devient de plus en plus risqué d'y aller parce que le marché de la promotion immobilière et du marchand de biens commence à se durcir fortement sur les financements, sur les matériaux, sur la main-d'œuvre, sur les prix de revente, etc. Donc il y a un vrai risque et je pense qu'il y aura d'ici 1 an ou 2, il y aura pas mal de casse là-dedans. Mais quand tu dis excuse-moi, du coup je suis peut-être un peu lent pour la compréhension du truc, mais quand tu dis que c'est lié à une société commerciale, je le comprends pour le crowdfunding IMO, mais en quoi c'est différent avec livret P? On est aussi sur une exposition. Bon, tu parlais de la garantie du premier rang. C'est une opération commerciale, donc toi tu n'es pas dans une optique d'investissement immobilier. T'as une société commerciale, généralement c'est une SAS, qui va acheter le bien, faire des travaux et le revendre. Ok ? L'investissement immobilier, c'est de la gestion immobilière, donc tu investis sur du long terme. Nous, c'est une SCI qui achète le bien pour le gérer, pour le louer, pendant une durée de 7, 8, 9, 10 ans, voire plus, en fonction des biens. Si tu veux, la logique que tu as derrière, le risque que tu as derrière n'est pas le même. Donc, pour un différentiel de rentabilité de 2%, moi, je préfère prendre moins de risques et avoir la liquidité sur le livret P qu'on n'a pas d'ailleurs sur le crowdfunding et pouvoir aller sur de l'investissement long terme. Je ne dis pas que moi personnellement, j'irai pas dessus et pourtant j'ai monté une boîte de crowdfunding avec Crédit.fr, mais j'irai pas dessus aujourd'hui parce que ça devient de plus en plus risqué. Mais tu dis que c'est pas de toute façon exclusif et qu'on peut faire du placement sur les livrets P et faire un peu de crowdfunding si on veut, quoi. On peut faire les deux, tout dépend de la proportion de risque de chacun. Mais si on veut aller sur des durées de 2-3 ans, on va sortir un produit de private equity immobilier. Ce sont des opérations gérées par des boîtes qui ont des dizaines d'années d'expérience et d'expertise là-dedans, qui sont réservées pour des personnes qui vont mettre des très gros montants, auxquels on va donner accès à partir on va démocratiser à partir de 100 euros ou de 1000 euros. Et qui vont te permettre en fait d'avoir des rendements à 2 chiffres, du 10 ou du 15%, avec une durée de blocage de 3 ans. Donc ça, typiquement, c'est des entreprises start-up dans la PropTech en France. Ça, c'est pas des start-up, c'est des boîtes qui sont là depuis beaucoup plus longtemps et que les gens ne connaissent pas forcément parce que elles sont réservées qu'à une certaine, on va dire, élite, à laquelle auquel nous on va donner accès en fait à tout le monde.
Et donc c'est là aussi où il y a un intérêt, c'est que si tu peux aller sur de l'immobilier avec une certaine durée de blocage, mais avoir des rendements à 2 chiffres, et là tu es vraiment sur de la gestion immobilière et non pas sur du crowdfunding et sur des opérations de promotion immobilière. Mais là, j'imagine que quand tu te places, faut quand même être, convaincu du business model aussi, de l'historique de la boîte, etc., quoi. Nous, de toute façon, de base, on fait une analyse complète des partenaires qu'on va sélectionner. On n'en sélectionne que quelques-uns parce qu'on les aura triés sur le volet. Et en plus de ça, on donne une explication et une transparence totale à nos utilisateurs qui vont pouvoir choisir les fonds de private equity dans lesquels ils veulent investir, les fonds de SCPI dans lesquels ils veulent investir, les clubs deal immobilier dans lesquels ils veulent investir, ou le livret P dans sa forme actuelle avec la simplicité et la liquidité que ça a. Juste un dernier mot sur parce que tu as travaillé dans la blockchain, j'ai l'impression que le secteur crowdfunding et tout ça, est un secteur qui pourrait largement bénéficier de la technologie blockchain. Ou est-ce que si tu as entendu un peu les bruits de couloir ou quoi, puisque tu baignes dans ce secteur-là, on en est loin encore du développement de la blockchain sur ce secteur-là, ou qu'est-ce qui bloquerait? Alors, il y a pas mal de boîtes qui sont lancées dans la tokenisation d'actifs immobiliers ces 12 derniers mois. Nous, on a décidé de ne pas le faire parce qu'on était dans un objectif de simplification de tout le process. Et pour nous, en termes technologiques, mais aussi pour nos utilisateurs. J'ai baigné pas mal de temps dans la blockchain au niveau de la technologie et aussi au niveau des crypto-monnaies. Alors, ne parlons même pas des crypto-monnaies pour l'instant, mais sur la technologie. Je pense que pour avoir une application au niveau, on va dire de manière institutionnalisée sur une industrie ou sur un pays, on en est encore très loin. Parce que les gouvernements, les grands groupes, aujourd'hui, sont encore frileux, ne comprennent pas en fait tout l'intérêt, à juste titre, je pense. Parce que même si tu tokenises aujourd'hui des actifs, toi en tant que société, tu centralises quand même les informations. Donc l'intérêt de la blockchain qui est de décentraliser le tout se perd à ce niveau-là. Et donc on n'a pas souhaité en fait avoir juste le tampon de blockchain, le mettre là pour pouvoir mieux valoriser la boîte. On fait les choses très sérieusement et de manière, on va dire, honnête et transparente par rapport à nos valeurs. Mais il existe aujourd'hui des offres, tu dis dans ce secteur-là, faites parce que quand même la réglementation en France, en tout cas pour les actifs numériques avec la loi Pacte, permettent quand même une certaine souplesse. Mais j'ai l'impression, et tu me corriges si je me trompe, mais j'ai l'impression quand même qu'il y a beaucoup de choses qui effectivement sont de l'ordre du marketing et que derrière, dans la mécanique, la blockchain n'est pas si présente que ça, ou en tout cas elle donne pas autant de valeur ajoutée pour l'utilisateur, c'est-à-dire voilà tout ce qui est transparence, lien direct, etc., quoi. Exactement. Donc tu as tout dit. Ok, parfait. Bah écoute, je te remercie beaucoup pour ton temps, Nadim. Est-ce qu'il y a des ressources que tu pourrais conseiller aux gens justement qui voudraient en savoir plus sur les choses dont on a parlé aujourd'hui, donc tout ce qui est PropTech, crowdfunding? Alors, moi, j'encourage les gens à télécharger l'application Livret P. C'est gratuit. L'ouverture du compte prend moins d'1 minute. Tout est digitalisé. Le parcours est complètement digitalisé. Sans forcément chercher à investir, vous allez avoir accès en fait à de l'information. On est transparent aussi sur la manière qu'on a d'acheter des biens. On communique là-dessus. On explique à notre communauté comment on a réussi à acheter ces biens en dessous du prix du marché. Donc, on met en place vraiment tout le processus d'investissement en avant. Donc, tout ça, on a accès à ces articles-là et bien plus sur le newsfeed. Et ensuite, ça permet aussi derrière d'être poussé à tester avec 100 €, voire plus, et aller au fur et à mesure pour baigner de plus en plus dans le monde de l'immobilier avant, éventuellement, d'acheter son propre bien et de récupérer l'argent qu'il y a sur le livret P avec les intérêts et d'aller acheter son propre bien, du coup, quand on est prêt, quand on veut se lancer. Ouais, d'autres ressources sinon que toi en tant qu'investisseur que tu trouves pertinentes sur le marché aujourd'hui, des choses à lire, à écrire, enfin à lire, à voir? Pas forcément sur le marché de l'immobilier. Il y a une newsletter qui s'appelle Snowball, qui est pas mal du tout, qui parle d'investissement de manière générale. D'ailleurs, nous, on relaie un de leurs articles par semaine sur le newsfeed. C'est une très bonne newsletter. Il y a une partie gratuite et une partie payante. Donc, ça permet aussi d'aller voir un peu, c'est très bien écrit et c'est très, très pertinent sur plein de sujets liés à l'investissement. Nadim, où est-ce que les gens peuvent te retrouver s'ils veulent prolonger la conversation? On peut me retrouver sur LinkedIn, donc Nadim Takchi, sans problème. Moi, je suis assez réactif, je réponds. Et puis, si on veut contacter aussi le livret P, on peut écrire sur le site, sur l'application, sur hello@livrep.fr. Excellent.
Merci Nadim pour son temps. À très bientôt. À bientôt. Salut. Salut. Ciao. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'a plu. Faites-toi un investisseur un peu mieux informé. Si c'est le cas, n'hésite pas à partager ce podcast avec ton entourage et à lui mettre une évaluation 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Podchaser. Ça permet de le faire monter dans les classements et de me donner la motivation pour t'offrir toujours le meilleur contenu. Voilà, merci beaucoup encore pour ton soutien et une très bonne fin de semaine à toi. Ciao.